Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de faire les exos préparatoires du TP numéro 3. Donc, dans le premier exercice, on me demande de calculer une dérivée en chaîne. Donc, en l'occurrence, ici, ce sera dw dt. Alors, c'est assez particulier parce que w, c'est une fonction en fait, qui dépend de trois variables. Une variable x, une variable y et une variable z. Et chacune de ces variables dépend elle-même de la variable t. Donc si je veux dériver par rapport à la couche t, je vais d'abord devoir rentrer ici dans x, y, z, et ensuite dériver pour avoir t. D'accord? Donc ça, ce sont des dérivés en cascade. Donc si j'écris ma formule ici, je vais avoir du coup que dw par rapport au temps, par rapport à t, je vais du coup avoir trois blocs. Ici, la branche en rouge, donc je vais d'abord dériver par rapport à x, puis par rapport au temps. Donc j'ai bien la dérivée de w par rapport à x, et puis x par rapport au temps. Ensuite, j'ai la branche ici en bleu, où je dérive d'abord par rapport à y. Et puis, j'ai la branche ici en vert, où je dois d'abord dériver par rapport à z. Donc, on a 6 dérivées à calculer. On commence par calculer la dérivée de w par rapport à x. Ça veut dire que y et z sont des constantes. Ça signifie que l'exponentielle peut sortir de ma dérivée. Donc, je peux déjà la recopier, vu que c'est une constante. Et la dérivée de x par rapport à x, du coup, ça vaut 1. D'accord? Donc, normalement, j'ai la dérivée partielle qui me reste de x, mais cette dérivée partielle est égale à 1. Donc ça, c'est le premier terme. Maintenant, je dois venir multiplier par la dérivée de x par rapport au temps. Donc là, j'obtiens 2t. J'ajoute à cela la dérivée de w par rapport à y. Attention que là, x est une constante. Je peux donc le sortir de ma dérivée. Et je me retrouve avec la dérivée par rapport à y de e exposant y sur z. Alors là, attention que la dérivée d'une exponentielle, c'est l'exponentielle elle-même, sauf que je dois multiplier par la dérivée du numérateur. Donc ça signifie que ici, ma dérivée ici, ça va quand même me donner ici l'exponentielle, mais je dois ici multiplier par la dérivée de y sur z. Alors attention qu'ici, ce sera bien la dérivée par rapport à y. Là, 1 sur z est une constante qui peut donc sortir de ma dérivée, comme d'habitude, et je me retrouve du coup avec 1 sur z fois 1 fois e exposant y sur z. Donc ça, c'était ma dérivée. Alors attention que je dois maintenant multiplier par la dérivée de y par rapport au temps. Donc ici, ça va me donner moins 1. Et je clôture avec ici la dérivée de w par rapport à z. Donc ce sera fort ressemblant à ce que j'ai fait ici. Donc x est à nouveau une constante, donc je peux à nouveau le sortir de ma dérivée. Je me retrouve avec la dérivée par rapport à z cette fois-ci de mon exponentielle. Alors à nouveau, la dérivée d'une exponentielle, c'est une exponentielle. Sauf que je dois dériver aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je dérive par rapport à z, y sur z. Y est une constante du point de vue de z qui peut donc sortir de ma dérivée. Et je me retrouve avec la dérivée de 1 sur z, c'est-à-dire moins 1 sur z au carré. Et donc voilà, donc du coup, en définitive, attention à ne pas oublier également la dérivée de z par rapport à t. Ici, ça me fait du coup 2. Donc ici, je dois faire le tout fois 2. Et donc du coup, en définitive, je me retrouve avec l'expression ici en dessous en bleu foncé. Donc ça, c'était la solution du premier exercice. Ici, on me demande de trouver l'équation du plan tangent et de la droite normale. Alors, il faut se souvenir que le vecteur gradient, donc le vecteur gradient qui contient justement les dérivées partielles, donc ici, ce que j'ai concrètement, ce sont les composantes de mon vecteur gradient. Ce vecteur gradient, il est normal au plan.
Donc ça veut dire que je peux m'en servir pour écrire, pour trouver en fait les composantes du vecteur normal au plan que je recherche. Donc je vais d'abord calculer ici mon vecteur gradient en calculant ici mes 3 dérivées partielles. Et puis je vais remplacer par le point 3, 3, 5. Alors ici, par exemple, quand je calcule la dérivée partielle par rapport à x, y et z sont des constantes, donc je peux donc les ignorer. Et là, je dois appliquer la formule qui dit que u à puissance n dérivée, c'est n un u'. Et donc si j'applique ça dans ma situation, je tombe ici sur le calcul suivant, ce qui me donne 4x-8. En appliquant exactement les mêmes formules pour fy et fz, je tombe sur mes équations. Alors attention qu'ensuite, il ne faut pas oublier de remplacer par le point 3, 3, 5. D'accord? Donc ici, on remplace x par 3, y par 3 et z par 5. Donc si je le fais, je me rends compte que mon f de x, au point indiqué, ça me fait 4. Ici, mon fy me fait 4 également. Et mon fz me fait 4 également. Donc mon vecteur normal, qui du coup ici c'est mon vecteur gradient, hein. Mon vecteur gradient au point indiqué, hein. Attention c'est important. Mon vecteur gradient au point indiqué c'est 4, 4, 4. Et j'ai plus qu'à remplacer ce point 3, 3, 5 à la place de x0, y0, z0, et je tombe sur l'équation de mon plan tangent. Donc à savoir 4x moins 12. Alors, je fais le calcul de tête, mais en gros, je peux d'abord remplacer. Donc ici, je vais avoir 4 fois x moins 3 plus 4 fois y moins 3 plus 4 fois z moins 5 est égal à 0. Et si je développe et que je réarrange mes termes, je tombe sur x plus y plus z est égal à 11. Et ça, ceci, c'est l'équation du coup de mon plan tangent. Alors dans le petit b, on me demande de trouver les équations donc de la droite normale. Alors il faut se souvenir que étant donné que le gradient est perpendiculaire, vu que le gradient est perpendiculaire au plan tangent, ça veut dire que c'est en fait le vecteur directeur de ma droite normale. Hein, ma droite normale elle est comme ceci. Et mon gradient c'est le vecteur directeur. Donc ça veut dire que je peux remplacer ici le vecteur directeur par les composantes de mon gradient. Alors pour rappel, on a tout calculé, hein, et ça faisait 4, 4 et 4. Et j'ai juste à remplacer x, y et z par 3, 3, 5 pour trouver du coup l'équation de ma droite tangente, de ma droite normale. En général, quand on a déjà calculé le plan tangent, la droite normale, ça va assez vite, étant donné qu'on a déjà fait tous les calculs de dérivée partielle. Et ceci, du coup, répond à ma question. Et pour finir, dans le dernier exercice, donc ici c'est une optimisation, on me demande de trouver le maximum et le minimum local, et éventuellement également les points de sel. Alors la démarche, on va d'abord commencer par calculer tous les dérivés partiels du premier ordre et du second ordre. Donc le premier ordre, ce sera pour identifier tous les points candidats, et le second ordre, ce sera pour calculer mon D, et mon D, pour rappel, il permet justement de connaître la nature du point. Alors je vais le faire, ce sera peut-être beaucoup plus clair. Je calcule d'abord toutes les dérivées. Donc la dérivée partielle en x, si je calcule, ça me fait y moins 2x. La dérivée partielle en y, si je calcule, ça me fait x moins 2y. Et maintenant, je calcule mes 4 dérivées secondes.
Alors, du coup, je vais dériver mon x, mais encore une fois par rapport à x, je tombe donc sur moins 2. Ici, je vais avoir 1. Ici aussi, je vais avoir 1. Et là également, je vais avoir moins 2. Donc maintenant, je vais me servir de la dérivée première pour avoir les points critiques. Donc pour rappel, la condition, c'est que le gradient doit être égal au vecteur nul. D'accord? Donc mon vecteur gradient doit être égal au vecteur nul, c'est-à-dire que fx est égal à 0 et que fy est égal à 0. Donc j'obtiens ici un système de deux équations à deux inconnus, donc, que je peux écrire. Et maintenant, il faut que je trouve un moyen de le résoudre. Alors, le plus simple pour moi, c'est de multiplier la première équation par 2. D'accord? Donc, je vais faire L1 est égal à 2 fois L1, et je vais garder L2 tel qu'il est. Donc, ici, je vais avoir 2y moins 4 moins 4x est égal à 0. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que maintenant, je remarque que j'ai 2y en haut et j'ai 2y en bas. Et en plus, il y a des signes opposés devant le 2y du bas. Ça veut dire que si je fais maintenant l'équation L1 plus l'équation L2, ce que je vais avoir, ici les deux y vont se simplifier, et il va me rester moins 4 moins 4x, moins x, non bon c'est un plus, donc du coup plus x moins 2, et ici j'ai 0 plus 0. Donc attention qu'il faut bien additionner à droite et à gauche. Alors ici à droite, vu que c'est 0, ça n'a pas d'influence, mais si ce n'était pas 0, attention que ça pourrait être source d'erreur. Donc si je fais le bilan, je trouve que moins 3x moins 6 est égal à 0. Autrement dit, je tombe sur un premier point qui est x est égal à 2. À moins 2, pardon. X est égal à moins 2. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est l'injecter, par exemple dans la première équation. Et si j'injecte dans la première équation, en fait, je me rends compte que y est égal à moins 2. Et donc là, ce que j'ai, c'est du coup un point candidat. Alors le problème, c'est que je ne connais pas la nature du point. Est-ce que c'est un maximum? Est-ce que c'est un minimum? Ou est-ce que c'est un point de sel? Alors la seule manière de le savoir, c'est de calculer du coup le D. Pour rappel, le D, c'était une espèce de discriminant qui me permettait justement d'identifier la nature du point. Alors, il y avait un moyen mnémotechnique pour ne pas l'apprendre par cœur. Je pouvais tout simplement calculer ici le déterminant, dans lequel je mettais toutes mes dérivées secondes. Donc, pour rappel, on faisait la grande diagonale, on multipliait moins la diagonale ici. Et ici, on se rappelle du théorème de Clairaut, qui disait que dériver d'abord par rapport à x, puis par rapport à y, ou bien d'abord par rapport à y, puis par rapport à x, ça ne changeait absolument rien. Donc là, ce que j'ai en réalité, c'est f de xy, le tout au carré. D'accord? Donc en fait, j'ai ma dérivée ici au carré. Donc si je remplace ici tout ce que j'ai fait précédemment, et que je remplace bien du coup par le point moins 2, moins 2, donc je rappelle ici mon point candidat, c'est moins 2, moins 2. Si je remplace, je tombe sur 4 moins 1, c'est égal à 3, donc c'est positif. Et alors là, on se rappelle du coup de la règle pour déterminer la nature. D est positif, ma dérivée seconde est négative, il s'agit du coup d'un maximum local. D'accord? Donc ici, ce point est un maximum local. Alors attention que l'exercice n'est pas vraiment fini. Ici, j'ai un graphique pour vous montrer. Donc ici, j'ai x, y. Là, ce que j'ai, c'est le point du coup moins 2, moins 2. Donc si je me mets ici en moins 2, ici en moins 2, j'ai le point qui est dans le plan ici, dans le plan xy. Mais maintenant, la question, c'est que vaut ma fonction en ce point. D'accord? Donc c'est quoi mon z? Alors, du coup, pour avoir le z, j'ai juste à remplacer moins 2 dans ma fonction. Et je tombe sur le fait que f moins 2, si je remplace, je tombe sur 4. D'accord?
Donc pour finir, dans le dernier exercice, on me demande de calculer une intégrale double. Donc ici, la première étape, c'est d'abord de faire un schéma pour voir en fait où est notre domaine d'intégration. Donc ici, en rouge, j'ai y est égal à 0, et tout en bas. Ça monte jusqu'à la parabole, et en x, je vois que c'est borné jusqu'à 1. Alors attention que parfois, il faut calculer les points d'intersection entre deux courbes, hein. Donc ici, c'est trivial, mais parfois, il va falloir calculer le point d'intersection initial et final, donc en égalisant les équations de deux courbes. Alors ici, mon intégrale, je peux la réécrire avec les bornes. Donc ici, j'ai l'intégrale. Donc à l'intérieur, je vais intégrer selon y. Donc j'intègre selon y. Et à l'extérieur, j'intègre selon x. Donc je vais mettre une autre couleur pour que ça soit plus clair. Donc voilà, alors je vais commencer par calculer mon intégrale ici en vert. Et donc je me retrouve avec l'intégrale de 0 à 1. Ici, je recopie mon dx. Et maintenant, je vais résoudre ici mon intégrale en dy. Alors si je résous mon intégrale en dy, je vois que x est une constante qui peut donc sortir de mon intégrale. Donc ici, je me retrouve avec x. Et maintenant, je dois intégrer cosinus. Alors pour intégrer cosinus, on se rappelle qu'on doit faire un cercle trigonométrique et remonter dans le sens entière-logique. Donc je remonte par là. La dérivée de cosinus, visiblement, c'est sinus. Donc là, j'ai sinus. Et attention que je n'oublie pas les bornes. Donc ici, je dois intégrer de 0 à x carré. Donc, on se rappelle du théorème fondamental, hein, l'intégrale, lorsque je vais avoir ici une fonction, lorsque je vais avoir du coup mon intégrale entre deux bornes, je dois faire f de b moins f de a. Donc ici, je me retrouve avec l'intégrale de 0 à 1 de sinus de x au carré moins sinus de 0. Attention que c'est le tout fois x. Dx. Alors, si je fais ça, je me rends compte que sinus de 0, ça fait 0. Donc là, je peux le barrer. Et maintenant, je dois intégrer x fois sinus de x au carré. Le plus simple ici, c'est de faire par substitution. Donc je vais poser que u est égal à x au carré. Comme ça, je vais avoir que du, ce sera égal à 2x dx. Alors je me rends compte qu'ici, il me manque un 2 du coup. Donc ici, je vais mettre un petit 2. Comme ça, ceci, donc 2x dx, ça devient du. Et attention que si j'ai fait x2, je dois aussi tout diviser par 2. Donc mon intégrale, c'est 1 demi. L'intégrale, alors attention qu'il faut aussi changer les bornes du coup. Donc il faut regarder. Lorsque x est égal à 0 et lorsque x est égal à 1, je me rends compte que vaut mon u. Ici, u vaut aussi 0. Et ici, u vaut aussi 1. Donc attention, il ne faut pas oublier de changer les bornes. Ici, il n'y a pas de changement, mais dans l'absolu, il pourrait y en avoir un. Donc je dois aussi intégrer de 0 à 1. Et je me retrouve avec l'intégrale de sinus u du. Alors à nouveau, pour intégrer un sinus, je repars vers l'arrière. Donc ici, l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Et mes bornes, du coup, partent de 0 à 1. Et ceci me fait donc moins 1 demi multiplié par cosinus de 1 moins le cosinus de 0. Le cos de 1, je ne le connais pas. Par contre, le cos de 0, je sais que ça vaut 1. Et ceci, du coup, c'est ma réponse finale.